Aujourd'hui, nous examinons une affaire du milieu du 19e siècle. Alors installez-vous confortablement pendant que nous partons pour la France. Au milieu du 19e siècle, l'économie française était encore largement dominée par le secteur agricole. Vers le milieu des années 1840, une mauvaise récolte toucha de nombreuses cultures comme les pommes de terre, le blé, l'orge et le maïs. Les prix des denrées alimentaires augmentèrent et une miche de pain coûta 2 fois plus. L'industrie n'était pas aussi développée que dans certains autres pays européens, car les services bancaires et de crédit ne répondaient pas aux besoins de l'économie en mutation. La plupart des gens préféraient encore investir dans l'or ou la terre plutôt que de faire confiance aux banques. Alors que le chômage augmentait et que l'économie entrait dans une dépression économique, le gouvernement a été accusé de corruption. Il y avait aussi de la discorde parmi le peuple français. Le matin du 15 avril 1847, dans la belle ville de Toulouse, dans le sud-sud-ouest de la France, un relieur nommé Bertrand Contet se préparait à apporter 2 paniers de livres qu'il avait préparés pour l'Institut des Frères chrétiens. Depuis des années, il reliait des livres dans son petit atelier, et la qualité de son travail était reconnue dans la région. L'Institut occupait un très grand bâtiment dans la ville. Il avait une grande cour, un jardin et une chapelle. De l'autre côté de la route, il y avait un dortoir et une école où les nouvelles recrues étudiaient la Bible et approfondissaient leur foi. Cette zone était reliée à l'Institut principal par un tunnel sous la route. Ce matin-là, il pleuvait. La pluie avait commencé tôt le matin et n'avait pas cessé. Il y avait aussi pas mal de vent. Les paniers de livres étaient portés par 2 de ses assistantes. L'une d'elles s'appelait Marion Rumanac. Elle travaillait pour Monsieur Contet depuis un certain temps. L'autre était une apprentie qui, après 1 an, en était maintenant à sa dernière semaine de service. Elle avait 14 ans et elle s'appelait Cécile Combette. Cécile venait d'une famille très pauvre qui vivait dans un quartier très mal famé de la ville. Elle avait reçu très peu d'éducation. Plus jeune, elle faisait souvent des courses pour les religieuses du quartier qui l'appréciaient et lui avaient appris à lire et écrire. Alors qu'ils approchaient tous les 3 de l'institut, le portier ouvrit la porte. Les paniers furent alors posés sur la table et Monsieur Contet ordonna que Madame Marion Rumanac retourne à l'atelier pour reprendre ses tâches. Il tendit alors son parapluie à Cécile et lui demanda d'attendre jusqu'à son retour. Il partit avec le portier livrer les livres à la bibliothèque. Il se rendait souvent à l'institut et se laissa bientôt distraire. Il commença à parler au directeur non seulement d'autres livres qui pourraient avoir besoin d'être reliés, mais aussi de la situation et du malaise qui semblait se répandre dans tout le pays. Bien qu'il ait dit à Cécile qu'il ne serait absent que peu de temps, il ne revint en réalité que 45 minutes plus tard. Et à ce moment-là, Cécile était introuvable. Le parapluie, cependant, avait été laissé appuyé contre le mur. Il a demandé au portier s'il l'avait vu, mais il a répondu qu'il ne l'avait pas vu. Il y avait déjà eu pas mal de visiteurs, et il avait été occupé à ouvrir et fermer la porte. Mais il ne l'avait pas vue partir, donc si elle n'était pas là, elle devait être sortie par l'autre entrée. Monsieur Contet n'était pas vraiment inquiet. Sachant que la mère de Cécile n'allait pas bien, il a pensé qu'elle était rentrée vérifier si elle avait besoin de quelque chose. Il ne l'a pas cherchée. Pressé de se préparer pour son voyage à Auch, à environ 80 km où l'attendaient des affaires importantes, il est parti plus tard dans l'après-midi. Pendant ce temps, la famille de Cécile s'inquiétait, car personne ne l'avait vue depuis son départ au travail ce matin. Ils ont interrogé l'atelier, mais on leur a dit qu'elle n'était pas revenue de l'institut. À la tombée du soir, il n'y avait toujours aucune trace d'elle. Ils ont fouillé les rues et demandé à tous les passants s'ils l'avaient vue, mais personne ne se souvenait l'avoir vue ce jour-là. Ils ont sollicité de l'aide pour leurs recherches, mais en dehors de la famille, personne ne semblait vraiment se soucier de la pauvre mademoiselle Cécile Combette. L'apprentie relieuse de 14 ans est disparue. Le lendemain, vendredi le 16 avril, le fossoyeur est arrivé au cimetière de Saint-Aubin. Il était tôt, à peine 6 heures du matin, et la journée s'annonçait agréable. La pluie et les vents étaient passés, et le soleil brillait déjà. En déverrouillant le portail, il remarqua quelque chose d'étrange. À une extrémité du cimetière, près d'un grand mur, on aurait dit une jeune femme agenouillée en prière. Alors qu'il s'approchait, il vit qu'en fait elle avait le visage contre terre et les genoux au sol, et qu'elle était soutenue par ses coudes. Il tendit la main et la toucha, mais il n'y eut aucune réaction. Il la toucha de nouveau. Elle était raide et froide. Le fossoyeur comprit alors qu'elle était morte. Les autorités ont été contactées et une enquête a immédiatement commencé, dirigée par le commissaire Lemel.
La nouvelle du corps d'une jeune femme retrouvée au cimetière de Saint-Aubin se répandait. Les gens se sont souvenus que la veille, la famille de Cécile Combette était inquiète, ne l'ayant pas vue depuis le matin. Le commissaire a ordonné qu'une personne connaissant Cécile vienne identifier la défunte pour confirmer qu'il s'agissait bien d'elle. Peu après, il a été confirmé que le corps retrouvé au cimetière était bien celui de Cécile Combette. Âgé de 14 ans, le commissaire Lemel était perplexe face à la position du corps. Il était allongé dans l'angle formé par 2 murs du cimetière. Un mur séparait le cimetière de la rue Riquet et l'autre du jardin de l'Institut des Frères Chrétiens. Alors, comment est-il arrivé là et qui aurait pu le placer là? Plusieurs théories ont été discutées. Le corps aurait-il pu être amené pendant la nuit et délibérément placé dans la position où il a été retrouvé? Cela aurait été difficile car le portail du cimetière était toujours fermé la nuit et aucune empreinte n'avait été trouvée près du corps. Il avait beaucoup plu la veille et le sol était encore humide. Il y aurait eu des empreintes dans la terre meuble entre le portail et l'endroit où le corps avait été retrouvé. Les enquêteurs ont aussi envisagé que le corps ait pu être jeté par-dessus le mur, soit depuis le jardin des frères, soit depuis la rue Riquette. Les plantes sur le mur qui reliaient le cimetière au jardin des frères semblaient ne pas avoir été dérangées, ce qui laissait seulement la possibilité que quelqu'un ait jeté le corps depuis le côté de la rue Riquet. Mais rien ne semblait anormal de ce côté-là non plus. Une autopsie a été réalisée. Le médecin légiste a établi que le défunt avait été agressé puis frappé avec un objet lourd. Il a également constaté qu'elle était décédée vers 10 h le matin précédent. Les substances sur le corps et les vêtements de la jeune fille ont été analysés. Une plante de géranium se trouvait dans ses cheveux, une fleur poussant abondamment dans le jardin de l'Institut des Frères Chrétiens. Il y avait aussi des feuilles de cyprès et des lambeaux de ce qui semblait être des fibres de corde. Une corde qui ressemblait beaucoup à celle que l'on pouvait trouver dans le jardin des frères. Au départ, il semblait que le cimetière était accessible depuis le jardin et que le corps y avait été déposé. Mais les cyprès ne poussaient qu'entre le mur du cimetière et la rue Riquet. Le pétale de géranium aurait facilement pu être emporté par le vent. Les enquêteurs ont réussi à trouver un géranium en pleine floraison avec un pétale manquant dans le jardin des frères, près du mur du cimetière. Mais cela ne suffisait pas à prouver que la personne responsable de ce terrible crime était entrée dans le cimetière depuis le jardin. Cependant, il a ensuite été confirmé que, même si le cimetière est fermé à clé chaque nuit, parfois le cadenas du portail était resté ouvert. S'il était resté ouvert cette nuit-là, quelqu'un aurait pu entrer par là et refermer le cadenas en partant. Il a également été souligné que, bien qu'il n'y ait pas eu d'empreinte de pas sur la terre qui entourait le corps, il n'y avait pas non plus d'empreinte dans l'herbe là où les genoux et les coudes du défunt avaient été posés. Le commissaire Lemel pensait que l'explication la plus crédible était que Cécile avait été déposée là et que la personne qui avait commis ce terrible crime avait transporté le corps à travers les grilles. Mais tout le monde n'était pas d'accord. Il devait découvrir qui était responsable. Cécile a été vue pour la dernière fois à l'Institut, tenant le parapluie de M. Bertrand Contet. Cela a amené le commissaire à penser que le crime avait été commis par quelqu'un qui se trouvait à l'intérieur de l'Institut des Frères Chrétiens le matin du 15 avril. Les funérailles de Cécile Combette eurent lieu 5 jours plus tard, le 20 avril 1847. Elle a été inhumée au cimetière de Tekabad et ses funérailles ont été payées grâce à l'argent donné par les habitants de la ville. On rappela au commissaire que le relieur, M. Bertrand Contet, avait, quelques années plus tôt, fait l'objet de nombreux commérages concernant son comportement déplacé envers la femme de son frère. M. Contet avait aussi montré peu d'inquiétude quand on a découvert la disparition de Cécile. Le commissaire Lemel ordonna son arrestation. Bien sûr, M. Bertrand Contet a nié avoir quoi que ce soit à voir avec les terribles événements du 15 avril. Il a dit au commissaire qu'il avait laissé Cécile avec son parapluie dans le couloir et lui avait demandé de l'attendre. Il a suggéré que, cela ayant pris plus de temps que prévu, elle avait dû quitter l'institut et rencontrer la personne qui a commis ce crime terrible alors qu'elle était seule dans les rues. Le lendemain, cependant, il demanda à voir les magistrats et lui dit qu'il se souvenait maintenant que lorsqu'il avait laissé Cécile dans le couloir, 2 des frères étaient en pleine conversation. Frère Dubrien et frère Lyotard. Il pensait qu'ils étaient là pour s'abriter de la pluie. Le commissaire Lemel a ordonné que cela soit examiné et ils ont tous les 2 été interrogés, mais aucun ne se souvenait avoir été dans le couloir ce matin-là, et personne ne se souvenait les avoir vus là-bas. Aucun des autres frères n'a pu corroborer l'histoire de M. Contet. Le portier ne se souvenait pas les avoir vus.
Madame Marion Rumanac non plus. Néanmoins, ils ont été arrêtés et interrogés. Après mûre réflexion, le commissaire Le Lemel a conclu que le crime avait été commis par le frère Lyotard. Son vrai nom était Louis Bonnefoy. Il était entré à l'Institut 9 ans plus tôt. En 1838, sa principale fonction était celle de blanchisseur pour l'école. Il avait aussi d'autres tâches d'intendance. On pense qu'il était resté dans le couloir avant d'attirer Cécile, lui disant qu'il allait nourrir les lapins et les pigeons dans la grange. Il l'a ensuite agressé et tué, puis a caché son corps avant de revenir la nuit, où il a pris l'échelle et a jeté le corps par-dessus le mur. Frère Lyotard, où Louis Bonnefoy a été mis en prison en attendant son procès, durant cette période, il a été battu à de nombreuses reprises. Pendant que l'accusation montait le dossier contre lui, les témoins de la défense ont été arrêtés et placés en cellule pour au moins une nuit. Monsieur Bertrand Conté, dont les accusations avaient mis le frère Lyotard dans cette situation, a également été placé en cellule et y est resté pendant 4 mois, tout comme le frère Dubrian. Les 2 hommes ont été libérés. Le procès du frère Lyotard n'a commencé qu'en février 1848 et depuis son arrestation, il avait été détenu dans une cellule sombre à la prison de Toulouse. L'accusation a présenté un dossier faible contre lui. Seul M. Conté pouvait placer l'accusé dans le couloir à la vue de la jeune Cécile Combette. Pendant le procès, la Révolution française de 1848 a commencé, qui a mis fin au règne de la monarchie et a établi la Deuxième République française, dirigée par Napoléon Bonaparte. En conséquence, le procès a été ajourné, et un second procès a débuté quelques semaines après. L'accusation a déclaré devant le tribunal que les éléments retrouvés sur le corps indiquaient que le défunt avait été assassiné dans l'enceinte de l'Institut. Aucune empreinte n'a été trouvée près du corps, mais certaines l'ont été près des massifs de fleurs, et un pétale de géranium a été retrouvé dans les cheveux de Cécile. Il y avait aussi de la paille et une plume de pigeon, qui venaient sûrement de la grange. Il pensait qu'après l'avoir tué, le frère Lyotard était retourné à la grange, avait mis une échelle contre le mur et avait ensuite jeté le corps dans le cimetière. La défense a contesté cela, et même si l'accusation n'a pu présenter aucun témoin capable de donner la moindre crédibilité à cette hypothèse, la défense n'a pas pu présenter de témoins pour la réfuter. Étrangement, frère Lyotard avait changé de chambre 2 nuits seulement après le meurtre. L'accusation a affirmé que cela avait été arrangé par le directeur de l'Institut afin que la nouvelle chambre n'ait aucun accès au jardin ni à la grange, pour donner l'impression qu'il ne pouvait pas avoir commis le crime. Il a été décidé que le tribunal se rendrait à l'Institut pour voir exactement comment ces événements auraient pu se dérouler. Lors des visites, les frères de la communauté chrétienne ont eu un comportement un peu maladroit. Ils ont ignoré les visites du tribunal et, lors des interrogatoires, ils ont donné des réponses fausses et trompeuses. Le directeur des frères a déclaré qu'il était impossible que le crime ait eu lieu dans l'enceinte de l'Institut. Il a été soutenu par l'archevêque de Toulouse et l'évêque de Mont-de-Marsan. Il y avait beaucoup de sentiments antireligieux en France à cette époque, et cela ajouté au fait que les frères de l'Institut n'avaient pas été très coopératifs avec les autorités lors de l'enquête. Cela a facilité la tâche de l'accusation pour convaincre aussi bien les journaux que le public que frère Lyotard était effectivement coupable. Lorsque le procès s'est achevé, on a délibéré sur les preuves pendant un certain temps avant que le verdict de culpabilité ne soit rendu, mais avec des circonstances atténuantes. Frère Lyotard, ou Louis Bonnefoy, le nom sous lequel il a été jugé, a été condamné à la prison à vie. Il avait maintenu son innocence tout au long du procès. Et il a continué à clamer son innocence alors qu'il était dans sa cellule à la prison de Toulouse. Les conditions là-bas étaient très mauvaises, et 2 ans après, il est tombé gravement malade. Il a fait venir l'aumônier et le directeur de la prison. Louis semblait savoir qu'il mourait. Il leur a dit qu'il ne savait même pas qui était la fille retrouvée dans le cimetière avant d'être arrêté pour son meurtre. Un meurtre qu'il n'avait pas commis, et qu'il était innocent de toutes les accusations pour lesquelles il avait été condamné à perpétuité. Il a dit à l'aumônier qu'il rencontrerait Dieu avec la conscience tranquille. Le lendemain, Louis Bonnefoy est décédé. Les habitants de Toulouse parlaient souvent de l'affaire. Certains se demandaient si un homme innocent avait été condamné. Puis, le 10 janvier 1866, le corps sans tête d'une femme, enveloppée dans ses jupons, a été retrouvé à une écluse près du pont de Menin. Il a été identifié comme étant Marie Guillaume, une femme connue de la police pour ses mœurs légères.
Elle vivait avec un homme nommé Jean-Joseph Aspect, qui était aubergiste. Il était connu pour être agressif et à de nombreuses reprises, des gens l'avaient vu se disputer avec Marie. La police commençait à enquêter sur le crime. Des témoins lui ont dit l'avoir vu tirer une lourde malle. Les enquêteurs sont allés à son auberge. Ils ont trouvé des preuves d'un crime. Des taches de sang étaient sur le sol de sa chambre. Il y avait aussi les affaires de Marie. Il a été arrêté et accusé de son meurtre. Avant de devenir aubergiste, Jean-Joseph Aspect avait été cuisinier à l'Institut des Frères chrétiens et en attendant son procès, il aurait avoué à l'évêque de Miglot le meurtre, 19 ans plus tôt, de Cécile Combette. Il aurait déclaré avoir attiré la jeune fille dans la cuisine, puis l'avoir assassinée. Il avait caché son corps sous le four. Il serait ensuite revenu cette nuit-là, il aurait transporté son corps par le tunnel jusqu'au jardin, où il aurait grimpé une échelle et jeté le corps dans le cimetière. Cependant, Jean-Joseph Aspect a refusé de reparler de l'affaire. Jugé à la place pour le meurtre de Marie-Guillaume, reconnu coupable et condamné à la réclusion à perpétuité au bagne de Cayenne. Il n'a jamais publiquement admis son implication dans le crime commis le 15 avril 1847. À ce jour, frère Lyotard, ou Jean-Louis Bonnefoy, est la personne officiellement reconnue comme responsable du meurtre de Cécile Combette. Bonjour à tous et merci beaucoup de m'écouter. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires ou retours et j'espère vous retrouver tous lors de la prochaine Affaire Express.